Aujourd'hui, nous parlons de l'histoire des emojis et du b.a.-ba des crypto-monnaies. Bienvenue dans Club Internet. Bonjour à tous, et ce n'est pas Julien qui vous accueille pour ce 6e épisode de Club Internet, mais c'est Lou, le social media manager de Numérama. Je remplace au pied levé notre bien-aimé rédacteur en chef, et c'est donc moi qui vais vous présenter un petit peu les news du jour et puis parler avec mes invités des chroniques. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Victoria. Bonjour Victoria. Bonjour. C'est la première fois que tu viens au sein du Club Internet. Est-ce que tu es stressée ou au contraire, est-ce que tu es vaillante et conquérante ? Je suis vaillante et conquérante. Mais c'est tout à fait l'état d'esprit que l'on te souhaite. À côté de toi, Nelly, une habituée du club. Bonjour. Comment ça va, Nelly ? Très bien, très bien. Eh ben, écoute, très bien, tant mieux. Et puis, bien évidemment, Corentin, qu'on a déjà entendu plusieurs fois. Bonjour. Qui nous fait l'amitié de venir pour la première partie, notamment pour parler de Star Wars, parce qu'on ne peut pas passer à côté de Star Wars. Donc, le 8e épisode, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Les derniers Jedi. Qui fait déjà couler beaucoup d'encre et qui sort aujourd'hui d'ailleurs au moment où l'on enregistre ce podcast. Eh bien écoutez, je vous propose sans plus attendre de passer aux news. Alors dans les news justement, on en parlait à l'instant, Star Wars, ça y est, il est sorti et des petits vénards ont eu la chance de le voir en avant-première. C'est notamment le cas de Corentin. Alors qui est le frère de qui devient méchant, qui devient gentil, qui meurt, qui devient le président de la galaxie, tout ça vous ne le saurez pas. Mais du coup Corentin, qu'as-tu pensé de Star Wars épisode 8 sans spoiler bien évidemment ? Sans spoiler, c'est toujours compliqué de parler d'un film, mais je vais m'y atteler avec précision. Alors, c'est vrai que le problème peut-être de Star Wars 8, c'est qu'on a beaucoup dit qu'il serait, en tout cas au moins dans l'ordre chronologique, qu'il serait le 5, donc l'Empire contre-attaque, de la première trilogie. Qui est un peu l'épisode chouchou quand même, il faut le dire. Qui est l'épisode de roi, mais pour une bonne raison, c'est qu'il est parfait de bien des manières. Il est parfait dans la définition de l'univers Star Wars, dans la réalisation d'Irving Kershner, qui est quand même assez exceptionnel, et également finalement où il va trouver dans ce qui n'était alors qu'un space opéra un écho assez métaphysique. Pour être bref, ce n'est vraiment pas l'épisode 5, et d'un point de vue de la qualité et de son rôle dans l'histoire. Il n'a pas cette dimension, qu'elle soit métaphysique ou même finalement approfondissante de l'univers. Ce qui n'en fait pas pour autant un film complètement dispensable, même si je vais commencer par ses points négatifs, comme ça ce sera fait, et je vous laisserai avec ses points positifs de manière à vous encourager quand même à aller le voir. Il est déjà beaucoup trop long, il dure 2h30, et 2h30 sur lesquelles il y a bien 30 minutes qui sont dispensables, notamment à cause d'arcs narratifs qui vont concerner des personnages secondaires récemment introduits. Donc dans le Réveil de la Force, on pense là à Finn, Poe et un nouveau personnage qui s'appelle Rose, qui ont effectivement des arcs narratifs dispensables et qui, pour une fois, c'est assez exceptionnel dans un Star Wars, ne concourent pas à une architecture commune. C'est-à-dire que on va enlever ces arcs-là, il restera finalement le même film. D'accord. Et ça, c'est bien dommage, surtout que ce n'est ni d'un grand intérêt, ni forcément très bien écrit. On perd un peu le côté destiné qu'il y avait justement dans les précédents épisodes. Précisément, Star Wars, et notamment le Réveil de la Force brillait par ça, est quand même une construction canonique dans lequel tout le monde, d'où qu'ils viennent, est lié par un destin commun et s'attelle à une tâche commune avec, dans l'écriture, une vraie précision qui va effectivement lier tous les personnages les uns aux autres. Là, on est beaucoup moins dans ce type de canon-là. En outre, les personnages récemment introduits, on le disait, mais également l'univers récemment introduit, n'est pas forcément développé comme on l'aurait aimé. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pouvaient se poser la question, notamment depuis le Réveil de la Force, du pourquoi le Premier Ordre remplace l'Empire alors que l'Empire avait été détruit, de qui est par exemple le leader ultime Snoke, qui est Rey, etc. Ce sont des réponses que les fans n'auront pas dans les derniers Jedi, puisque effectivement Rian Johnson ne va vraiment pas s'intéresser à donner des réponses comme avait pu le faire George Lucas dans le 5, qui donne
une réponse désormais iconique sur la parentalité entre Luke et Anakin. Enfin, peut-être le défaut qui fait que le film peut laisser des doutes, c'est la place parfois ambivalente de Carrie Fisher et Mark Hamill, donc respectivement Leia et Luke Skywalker, qui sont convoqués là pour mêler deux générations de Star Wars. Si Luke, donc Mark Hamill, offre une performance qui est assez exceptionnelle, je pense qu'on l'avait jamais vu aussi bon dans un Luke Skywalker, il est difficile de vraiment donner de l'importance à cette présence dans le film qui donne un peu qui a un peu un goût de bonus track et je pense que là on touche vraiment le point sensible du film, voire le pire plan du film. Ceux qui le verront, je pense, auront le même sursaut que la salle avec laquelle j'étais en voyant ce plan. Carrie Fisher étant décédée et regrettée, j'ai l'impression que cet événement-là va vraiment peser sur le film et le film va lui donner un rôle idéalisé. On va pas travailler son personnage et il va lui arriver dans la première demi-heure du film quelque chose d'assez moche en fait, déjà visuellement et scénaristiquement très pauvre. On est vraiment dans un truc qui touche le super-héros Marvel et sa présence c'est un peu bizarre. Ouais, non mais la présence de Leia de fait est vraiment idéalisée et ça fait vraiment un dernier tour de piste, c'est assez glauque. Toutefois, c'est quand même un bon Star Wars. Si on pense à la prélogie, on tient quand même quelque chose de supérieur au premier. Hein. Et les 2h30 qu'on passe ne sont pas vraiment perdus. C'est pas un navet. C'est plutôt un bon blockbuster qui est visuellement très très surprenant, qui va, en tout cas en termes de réalisation, au-delà de ce qu'ont pu faire les autres Star Wars précédemment. On a des plans qui sont vraiment magnifiques, des très bonnes idées photographiques, que ce soit une planète qui se couvre de rouge quand elle est secouée, ou des plans silencieux qui sont vraiment de toute beauté. Il y a un peu d'humour, ce que nous n'avions jamais vraiment vu en dehors du duo des robots. Là, il y a de l'humour dans la réalisation. Et Jar Jar Binks, alors Ça dépend de ta définition de l'humour. Imaginez même pas le regard noir. Pas ça. Je viens de me lancer Corentin. non mais vraiment là, on a de l'humour dans la réalisation qui ne tourne pas toujours bien, notamment les porgs qui sont assez inutiles, mais faut bien vendre des peluches. Hein, c'est ça. Mais les Ewoks avaient un rôle, les porgs n'en ont pas. Donc ça, c'est un peu dommage, mais c'est vrai qu'il y a de l'humour et ça fait du bien. Visuellement, c'est intelligent et l'humour en fait partie. Ensuite, le duo Kylo Ren, dit comme ça fait bizarre, mais donc Kylo Ren et Rey ont une relation d'une très grande intensité qui cherche certainement à égaler la relation Luke-Anakin et qui font l'intérêt du film, hein. C'est vraiment l'axe principal de ce film et c'est intéressant, notamment l'attention que va mettre Johnson à filmer leur visage ou leur combat. On est vraiment sur quelque chose qui mérite d'être vu. Et enfin, Johnson est cessé à quelque chose qui est toujours périlleux même pour Lucas, c'est de définir la force et de donner finalement à son univers, si ce n'est des réponses, au moins un cadre clair, notamment métaphysique. C'est intéressant, il y parvient relativement bien, et c'est vrai, même si ce film n'apporte pas de réponse, qui donne finalement le ton pour un épisode 9 qu'on imagine de qualité. Donc c'est un vrai peu mieux faire. C'est un film de transition, mais c'est vraiment pas un mauvais film. C'est juste un Star Wars fait en 2017 et qui reproduit une saga qui aurait peut-être pu s'arrêter. Et ça, c'est un autre débat. Oui, voilà. Tout à fait. Ça, c'est le problème un petit peu des suites qu'on traite jusqu'à plus soif. Est-ce que du coup, tu attends quand même avec impatience le 9e épisode maintenant? Moi, j'attends toujours avec impatience un Star Wars, rien que pour répondre à cette question de comment on fait survivre un truc qui a déjà trop vécu, quoi. Trop vécu, tu penses? Non, alors, ne prenez pas mal mes promos. Après, c'est ton avis personnel, t'as tout à fait le droit de penser que... J'adore Star Wars et l'idée, par exemple, de faire des Rogue One et une démultiplication dans cet univers de formes, de genres, etc. M'intrigue. Toutefois, c'est vrai que c'est toujours en tant que tel un défi pour qui que ce soit pour Disney ou Lucas, de revenir sur une trilogie qui est sainte et intouchable.
Tout à fait. Est-ce que vous comptez aller le voir, Nelly, Victoria? Ben bien sûr, enfin c'est un Star Wars quand même. On n'a pas tellement le choix non plus. Ah, t'es obligé contractuellement. Oui, ça Quand fait... tu travailles chez Numérama, tu dois aller voir Star Wars. Je pense qu'on court un danger à ne pas y aller rapidement. Un danger de spoil assez élevé. Ça, c'est sûr. Oui, le spoil est un facteur assez important parce que Star Wars c'est un tel monument qu'on se sent un peu obligé de le voir et puis on veut quand même pouvoir en profiter entièrement, c'est-à-dire sans spoil. Et plus les minutes passent, plus la probabilité de se faire spoiler le Star Wars augmente. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Et toi, Nelly, du coup, tu es une fan de la saga? Tu as envie de voir ou par curiosité? Plus par curiosité parce que je reste extrêmement attachée à la saga originelle, la première, donc 4, 5, 6. La première, donc la deuxième. Donc voilà, final, que j'ai vu dans mon enfance, tout ça, nostalgie. Mais quand même curiosité et puis ce petit côté, voilà, revivre un petit peu mon enfance à travers ce nouveau film. C'est parfait pour un mois de décembre, j'ai envie de dire. Exactement. Merci beaucoup, Corentin. Merci à vous. Sans transition, tout de suite, nous allons parler de 3 nouvelles applications photos sorties par Google dans la semaine, notamment Storyboard qui nous a beaucoup amusé à midi chez Humanoid. On a fait pas mal de petits jeux. Storyboard, c'est simple, en fait, vous prenez une petite vidéo, ça calque un filtre et ça vous crée en fait une sorte de petit comics, une bande dessinée. Assez étrange parce que en fait c'est une intelligence artificielle qui va choisir quelques images extraites de votre vidéo aléatoirement quand même, donc c'est un peu bizarre en fait au final, et puis ça fait pas forcément des histoires, mais c'est drôle si vous voulez voir un morceau de crâne, un morceau d'œil ou des zooms sans trop de logique. Nelly notamment, t'en avais fait ça un midi comme ça. On a bien rigolé, je peux vous dire. Si vous voulez vous marrer, téléchargez-la. Franchement, vous allez bien. Ça n'a pas trop de sens quand même. Quelles sont les autres applications proposées par Google justement pour la photo? Ouais, effectivement, il y en a 3, dont celle-ci. Il y en a une autre qui s'appelle Selfissimo. Bon, comme son nom l'indique, vous doutez que ça concerne les selfies. Waouh. Et en gros, oui, voilà. Oh, quelle découverte! Et en fait, il s'agit d'une application qui prend automatiquement des selfies en noir et blanc quand en fait vous êtes en train de taper la pause. Donc je suppose ça doit détecter le moment où vous arrêtez de bouger, tout simplement, ouais. Et ça immortalise un selfie de vous en noir et blanc. D'accord, donc c'est encore un petit peu, là c'est une mini intelligence artificielle en gros, oui, qui a priori. Est un petit algorithme qui vous dit là vous allez être beau d'un coup. Beau, je sais pas, mais en tout cas vous n'êtes plus en mouvement, donc. Et la troisième application, c'était quoi? Alors, j'espère que je prononce bien, ça s'appelle Scrubbies. Voilà, bon. Scrubbies. Et en fait, l'idée c'est de remixer des vidéos. En fait, en répétant des passages, et c'est un peu comme si vous étiez un DJ, puisqu'il faut vous passiez votre doigt sur l'écran de votre téléphone, un peu comme si vous mixiez sur une platine. Un DJ vidéo. Sauf qu'en fait, vous êtes en train de créer un effet sur votre vidéo qui va répéter des petits passages, revenir en arrière, par exemple. Voilà, c'est pour vous prendre un petit peu pour le DJ de la vidéo. Un petit peu étrange, effectivement. Notre coup de cœur, ça reste quand même Storyboard. Hein, ah oui, on l'aime. Parce que c'est bête et c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Et enfin, faut faire des têtes trop bizarres dessus et ça fait des histoires un peu abracadabrantesques, j'ai envie de dire. Il y a eu une petite news dessus d'ailleurs sur nos confrères de Frandroid, faite par Omar, donc je vous invite à aller voir ça. Il a diffusé notamment quelques images de ses comics à lui. Ça ne veut rien dire, mais c'est très instructif. On va passer à d'autres applications justement. C'est des applications donc qui en fait analysent la composition des cosmétiques en fonction des codes barres. C'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, Nelly, et tu as découvert 2 nouvelles applis qui font cela apparemment et que tu recommandes. Oui, et vraiment, je le recommande d'autant plus que quand je m'étais intéressée au sujet il y a quelques mois, je me suis aperçue assez rapidement en vadrouillant dans les rayons d'un supermarché que ça ne marchait pas très bien en général ce genre d'application. Et non, soit les codes, ils n'arrivaient même pas à être lus par le scanner de l'application, soit quand c'était reconnu, ils connaissaient pas non plus le produit. Enfin, ou alors il y avait vraiment un manque de données sur les applications. Donc, grosso modo, c'était pas très 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 efficace. Et là, en fait, ces 2 derniers mois, il y a 2 applications qui sont arrivées que j'ai trouvé beaucoup mieux. En fait, la première s'appelle Pharma Pocket. Donc, comme son nom le laisse supposer, elle est beaucoup plus centrée sur les produits qu'on peut trouver dans les pharmacies ou parapharmacies. Et là, j'avais trouvé quand même que, déjà, elle était plus efficace. Et il y avait vraiment une volonté de montrer clairement la composition du produit avec des petites couleurs pour voir, voilà. Si vous voyez du rouge, vous vous doutez que c'est pas très bon pour votre peau et pour l'environnement. Et donc, un peu dans le même esprit, il y a une application qui vient de sortir il y a quelques semaines qui s'appelle Incy Beauty. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que donc on n'est plus seulement dans la parapharmacie ou la pharmacie. Là, on peut aussi aller dans les rayons de son supermarché. Et franchement, elle était très efficace. Je suis allée faire un petit tour hier. Je pense que j'ai au moins scanné une 30aine de produits dans un supermarché. Les gens t'ont pas regardé bizarrement quand même. Il est probable, surtout dans la pharmacie, parce que dans le supermarché, j'arrivais un petit peu à ça paraissait plutôt le normal de regarder son téléphone dans un supermarché, mais dans la pharmacie, je pense que je me suis
suis fait un peu plus remarquer. Surtout que j'ai un peu scanné tout et n'importe quoi. Hein. Vraiment, j'ai été dans tous les rayons. Et franchement, ça a été assez efficace. Et je pense que sur les 4-5 fois où ça n'a pas reconnu le produit, directement, ça m'a proposé en fait de prendre une photo du produit, de renseigner le nom. Ah. Et donc l'idée, c'est que l'équipe qui est derrière cette application va maintenant s'occuper de déchiffrer l'étiquette de ce produit. Il y a une vraie démarche proactive derrière, donc ça c'est exactement. Voilà. Alors c'était déjà un petit peu le cas. Il y avait les autres applications qui avaient un peu la même idée, mais j'avais pas vraiment vu les effets. Donc là, c'est un petit peu tôt puisque j'ai seulement fait hier, mais je vais suivre un petit peu pour voir combien de temps ils mettent à renseigner les informations sur les produits. Mais franchement, le ratio était quand même plutôt convaincant parce que sur, je vous dis, 30 produits, c'était 5 qui n'ont pas été reconnus. Ouais. Au final, on peut quand même renseigner. Et sachant que l'application est assez récente. Tu peux nous rappeler le nom de cette application, justement ? C'est INSI Beauty, en 2 mots. INSI Beauty ? INSI. Alors, c'est INSCI, pardon. INCI et Beauty, comme le mot beauty en anglais. D'accord, merci beaucoup. Victoria, est-ce que ce sont des applications, toi, que tu utilises ou pas ? Personnellement, je dois avouer que je ne suis pas trop produit de beauté, etc. Après, pour les soins c'est valable aussi, même pour les gels douche, shampoing. C'est pas forcément les cosmétiques au sens propre, maquillage, tout ça. Donc c'est au-delà du simple maquillage. Donc ça peut aussi intéresser les hommes a priori. Du coup. Absolument, bien sûr. Absolument. Les applications ne sont pas censées être genrées de toute façon. Tout à fait. Ça devrait concerner tout le monde, mais bon, il y en a qui, comme moi, qui procrastinent plus que d'autres. Elles sont pas censées être genrées, mais alors je dois reconnaître que sur INSI Beauty, il y a quand même une petite dominante de rose, hein, malheureusement. C'est très beau le rose, moi. C'est très beau, mais c'est vrai que... Dans ma garde-robe, c'est pareil. D'ailleurs, j'ai garde-robe, tu vois, donc ça veut tout dire déjà. Dans mon armoire, c'est pareil, il y a beaucoup de roses aussi. Donc il faut arrêter quand même avec ce petit coup de gueule. J'en profite, j'ai le micro. Arrêtez avec ce côté, le bleu c'est pour les garçons, le rose c'est pour les filles. On en bouffe beaucoup quand même, beaucoup dans les magasins de jouets et tout. Stop au genrisme, on va dire. Voilà. Merci. T'es d'accord, j'imagine. Oui, évidemment. En plus, quand j'ai parlé des applications qui concernent les menstruations, c'était un de mes énormes critères. Je trouvais ça insupportable d'avoir toujours des applications roses, voir des petites fleurs, voir des petits papillons. Donc, s'il vous plaît, essayez de dégenrer. Merci. Première émission de Club Internet où tu as parlé justement de la Menstrutech, si je me souviens Exactement, bien. Oui. Et puis donc ce guide sur les applications qui détectent la composition des cosmétiques est disponible sur Numérama. Il est écrit par Nelly donc. Exactement, et donc j'essaye de l'enrichir au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à y retourner si le sujet vous intéresse. On se fait tout de suite une petite pause et juste après on va se retrouver pour des histoires mirobolantes dans nos chroniques avec mesdames Victoria et Nelly. À tout de suite dans Club Internet. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Frandroid, le média dédié aux passionnés d'Android et des nouvelles technologies. Sur notre chaîne YouTube, vous retrouverez tout ce qui fait l'actualité d'Android et du monde de la tech, des prises en main et des tests de tous les derniers produits. Vous trouverez aussi des speed tests et des comparatifs, mais également des guides d'achat, des tutos et des astuces pratiques. Vous pouvez aussi participer en direct à notre émission TechPaf en réagissant sur les réseaux sociaux et en partageant vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nous consulter sur frandroid.com et à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube, on tient tous à vous remercier. De retour dans ce 6e épisode de Club Internet pour des histoires fantasmatotiques. J'ai envie d'inventer des mots, j'ai tout à fait le droit. On va commencer justement par une histoire assez intéressante, c'est l'histoire des emojis, de leur création jusqu'à aujourd'hui. Déjà, c'est quoi un emoji, ma chère Nelly ? Mais justement, c'était la question que je voulais vous poser. C'est vrai ? Mais oui, voilà, tu me coupes l'air sous le pied. Tout. Oh là là, ces émissions trop mal préparées ou trop bien, je ne sais pas du tout. Alors, plutôt que vous demander ce qu'est un emoji, je voulais vous demander déjà, est-ce que vous avez une idée de l'année, à quel endroit ça a été créé ? Alors, attends, j'ai lu un truc assez fou qui du coup replacer la création de l'emoji à la première smiley face, donc pas au smiley tel qu'on l'entend sur internet, à savoir 2 points tiré du 6 parenthèse, mais vraiment ce premier rond jaune avec un visage qui est apparu en fait apparemment dans les années 60-70 si je dis pas de bêtises. Alors c'est curieux parce que c'est pas la version que j'ai eue en interrogeant 2 personnes qui ont quand même travaillé assez longuement sur le sujet. Au contraire, c'était plus ce fameux petit smiley avec les 2 points, le trait du 6, le fameux c'est ça en fait, c'est à savoir qu'est-ce qui est apparu en premier. Est-ce que c'est pas un peu comme l'œuf et la poule ? C'est ça. Je pense que c'est un petit peu cette histoire assez fascinante parce que c'est vrai qu'il faut faire la distinction du coup entre le smiley
et l'emoji en fait quelque part. Exactement. Je vais commencer par là. Merci Lou. Je t'en prie. Je vais même commencer par vous dire ce qu'est l'émoticône, parce qu'on va vraiment, on débroussaille le vocabulaire en entier, et on va prendre une grande encyclopédie éminente pour parler de ça. On va prendre Wikipédia. On va tous au même endroit. Donc l'émoticône, c'est quoi ? C'est une courte figuration symbolique d'une émotion, d'un état d'esprit, d'un ressenti, d'une ambiance ou d'une intensité utilisée dans un discours écrit. Donc a priori, l'émoticône regroupe effectivement le smiley et l'emoji. Donc le smiley, c'est une combinaison de symboles insérés dans une ligne de texte, donc effectivement avec des éléments de ponctuation. Et l'emoji, là c'est un terme japonais qui est formé des mots images, donc le et lettres moji. D'accord. Voilà, c'est un mot japonais en fait du coup emoji. Tout à fait. Là tu m'apprends quelque chose, tu vois. Parfait. Ça commence bien. C'était en une minute. C'est le but de ces chroniques. Donc effectivement, pour comprendre ce que sont les emojis, il faut commencer par comprendre ce que sont les émoticônes. C'est un passage important. Obligé. Voilà. Et en fait, les émoticônes, elles sont utilisées pour la première fois. Alors j'ai la date précise, attention. Selon l'histoire officielle, vous allez voir après que c'est un peu différent. Le 19 septembre 1992. Dans un mail rédigé par Scott Fahlman, qui est chercheur en informatique à l'université Carnegie Mellon. J'espère que je prononce bien le nom de l'université. Et en fait, pendant une discussion avec ses collègues à l'université, il propose d'utiliser des émoticônes pour différencier les messages sérieux des plaisanteries, en utilisant justement ces petits symboles formés avec de la ponctuation. Et donc lui, il a pensé à celui qui est content, donc avec la parenthèse fermée, et celui qui est triste avec la parenthèse ouverte. Et donc il aurait même dit, j'ai inventé donc ces deux fameuses émoticônes, mais j'aurais bien aimé avoir l'idée du clin d'œil et du cri. Donc le clin d'œil avec le point virgule et le cri avec le O majuscule. Or, en fait, n'en déplaise à ce cher Scott Fahlman, qu'on salue, il est toujours en vie, ce monsieur. Il nous écoute sûrement, d'ailleurs. On l'espère. En fait, cher monsieur, on retrouve des émoticônes un peu plus tôt, je suis navrée, en 1970 aux États-Unis. Et ça se passe, encore dans une université dans l'Illinois. En fait, des chercheurs créent les premiers réseaux d'ordinateurs et dans leurs échanges, puisqu'ils échangent par chat, on trouve déjà des pictogrammes. Donc ça ressemble un peu plus à des émoticônes en fait de 3-4 pixels qui effectivement signifient à nouveau la tristesse ou la joie. C'est intéressant de voir que c'est souvent c'est les deux émotions qui sont à l'origine des émoticônes. Et donc Pierre Alté, qui est une personne que j'avais pu interroger à ce sujet, il est docteur en sciences du langage et auteur d'une thèse sur les émoticônes dans les chats, donc il sait quand même de quoi il parle. Il m'a expliqué que les émoticônes sont nés avec le chat car c'est un genre discursif qui allie la spontanéité de l'oral aux contraintes de l'écrit. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? Faut que tu le répètes, je crois. Ouais, je répète. je me suis perdu à discursif. Alors discursif, c'est quelque chose qui fait appel au raisonnement. D'accord. J'ai cherché moi aussi. Du discours donc en fait. Oui, mais c'est plus une suite d'étapes qui vont amener c'est un raisonnement en fait. C'est vraiment l'idée du raisonnement. Donc les émoticônes sont un genre discursif, donc ça fait appel à une forme de raisonnement, si je suis bien ce qu'il m'a expliqué, qui allie la spontanéité de l'oral aux contraintes de l'écrit. En fait, c'est une façon de communiquer non verbale, tout simplement. Oui. Comme, qu'est-ce qu'on fait tous les jours pour communiquer de façon non verbale ? On bouge les sourcils, on bouge le corps, les gestes, voilà, c'est exactement ce mot-là. En fait, c'est juste une représentation des gestes. Ce sont des gestes même à l'intonation l'écrit. aussi, c'est important aussi dans la communication. Effectivement, là du coup, alors est-ce qu'on peut dire que c'est non verbal ? Oui, c'est non verbal parce que ce sont pas les mots qu'on emploie. Parce que c'est vrai que des fois, justement, sur Internet, le problème majeur qu'on rencontre quand on fait une blague, par exemple, et qu'on se sent obligé d'ajouter LOL derrière, c'est parce que des fois, les gens captent pas que c'est une blague. Oui, c'est pas assez degré, clair. oui. Tandis que dans une façon de le dire à l'oral ou aussi dans la gestuelle, tout ça, c'est vrai que tu peux en rendre compte plus facilement. Exactement. En fait, c'est le principe même de la naissance des émoticônes. C'est une nécessité, en fait, du coup, qui fait naître ces émoticônes. Oui, tout à fait. A priori, ça doit être ça. Et en fait, ce qui est intéressant de constater, c'est que les pictogrammes ne sont pas nés en fait avec les émojis. Bien sûr, on écrit en pictogramme depuis bien longtemps. Je pense aux hiéroglyphes, pardon. Mais là, il y a vraiment cette idée, de compléter en fait le texte avec ce geste. Ce que tu viens de dire, ça me fait me rendre compte un truc assez fou en fait, c'est que notre alphabet est basé en fait à la base sur des pictogrammes, donc des symboles de choses réelles qui sont devenues des lettres abstraites. Oui. Et du coup, ces lettres abstraites ne nous permettaient plus suffisamment en fait de discuter avec toute la clarté à l'écrit en tout cas. Et du coup, on est revenu à rajouter des pictogrammes. En fait, c'est fascinant, je trouve, cette espèce de. Oui, un peu comme si on revenait. Oui, un peu comme si on revenait à des fondamentaux. Ouais, c'est dingue. Donc là, on a parlé des États-Unis. Maintenant, on va parler du Japon pour parler des emojis.
on va voyager un petit peu de l'autre côté de l'Atlantique. Donc l'emoji au Japon, il naît en 1900. Pacifique, je crois. Non, pour moi. Bon, alors là, les cours de géographie, bon, alors l'histoire, ça va. Voilà, en histoire, j'étais douée. Mais alors en géographie, vous avez tous compris que j'étais absolument nulle. Donc, on est au Japon. Ça va, je vois à peu près où c'est. Et en fait, l'emoji naît du crayon. Alors j'espère à nouveau que je vais bien prononcer le nom de ce monsieur, de Shigetaka Kurita. C'est un ingénieur qui travaille chez NTT Docomo, le principal opérateur téléphonique japonais à ce moment-là. Et donc, ce monsieur crée 172 pictogrammes qui sont intégrés dans une plateforme de messagerie. Et alors, pourquoi on aurait eu besoin de ces petits pictogrammes au Japon ? En fait, en japonais, le contexte est très important pour saisir le sens d'un mot. Oui. Et en fait, c'est assez compliqué d'intégrer tous ces éléments de contexte dans un SMS. Du coup, l'idée, c'est comme il est inspiré, parce qu'il a vu l'essor des émoticônes, donc de l'autre côté du Pacifique, il crée ces émojis, mais il se dit, bon, ça va apporter un petit bonus, quoi, ça va être un petit truc en plus, et ça, c'est Virginie Bejo qui a rédigé un mémoire sur la signification des émojis qui m'a expliqué cette histoire, et en fait, ce petit plus, ça va devenir quelque chose qui va exploser, ça va rencontrer un tel succès que les Japonais, ils vont aller jusqu'à changer d'opérateur pour bénéficier des émojis. Wow, c'est quand même incroyable. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Les autres opérateurs cherchent à copier le système. Donc on se retrouve avec des gens qui n'ont pas le même opérateur et qui ne peuvent pas discuter entre eux. Enfin, en tout cas, ils peuvent discuter, mais ils ne peuvent pas s'envoyer les mêmes émojis puisqu'il y aura pas de compatibilité. D'où l'idée de créer cet alphabet commun des émojis, ce qui est fait avec l'entrée de centaines d'émojis dans Unicode en 2010. Mais voilà. Là, on rattrape un petit peu le temps présent. Oui. Est-ce que vous utilisez d'ailleurs, je vous pose la question en plein milieu de la chronique, les émojis vous-même dans vos communications ? Absolument, oui. Absolument. Beaucoup ? Oui. Énormément. Et je vous dirai à la fin, vous allez voir, il y a une grammaire des émojis, mais je le garde pour la fin, c'est mon petit bonus. J'en profite pour dire, il y a quelque chose qui m'énerve beaucoup sur Twitter en ce moment, c'est l'utilisation de l'emoji qui pleure, mais qui pleure vraiment, pour utiliser à la place de celui qui pleure de rire en fait. Il y a cette mode-là depuis un moment, et je passe mon temps à corriger les gens, je fais mais non, non, il y a déjà un emoji qui pleure de rire, c'est pas l'emoji qui pleure de... Enfin c'est terrible après parce que les gens... C'est peut-être pour signifier un rire différent. J'essaie de comprendre souvent, pourquoi. Ils essaient que c'est plus puissant que celui qui pleure de rire, mais oui, mais non. Mais de toute façon, c'est l'interprétation qu'on en donne. Et moi, ça m'embête. Au bout d'un moment, si l'emoji commence à rentrer dans le langage, alors on peut commencer à faire des fautes de langage. Absolument, s'il y a une grammaire, on peut faire des fautes. Complètement. Mais après c'est dommage parce que justement il est là pour clarifier justement. Après c'est amusant de donner des doubles sens aux émojis parce qu'évidemment on pense tous à l'emoji pêche ou à l'emoji aubergine et tant d'autres évidemment. Mais là je trouve que c'est dommage une perte de sens quand même quelque part. On se souvient par exemple des blagues des décès qui sont annoncés et maman se trompe dans les émojis, elle met l'emoji qui pleure de rire à la place de celui qui pleure. Enfin tu vois que du coup ça peut amener des trucs comme ça. Après tu parles de perte de sens, mais si on considère que les émojis sont une sorte de langage, de toute façon la langue est voué à évoluer. On l'a vu récemment avec toutes les problématiques autour, enfin en tout cas tous les enjeux autour de l'écriture inclusive par exemple. Est-ce que les émojis sont pas eux-mêmes voués à évoluer dans ce cas-là ? C'est un débat. Après, chacun pense. Est-ce qu'on peut aussi penser que les émojis sont pas un langage ? Non, moi, je pense que tu as raison, mais je pense que dans le cas présent, du coup, ça prive en fait d'un sens parce que le smiley qui pleure véritablement, l'emoji qui pleure véritablement, du coup, il est plus remplacé par autre chose qui veut dire qu'il pleure. Donc tu vois, c'est le côté, c'est supprimer un sens. Oui, forcément, puisqu'on choisit dans une bibliothèque déjà existante, donc forcément, on est contraint par le choix. C'est vrai. Donc c'est plus ça en fait qui me chagrine dans la question du langage du coup par rapport à ça. Mais tu parlais d'inclusivité et c'est vrai que c'est important aussi de le souligner, c'est que les emojis ont pris très tôt quand même le virage de l'inclusivité en proposant différentes couleurs de peau. Et en proposant systématiquement pour chaque métier, pour chaque fonction, un emoji homme et un emoji femme. Et ça, c'est quand même très bien. C'est plutôt positif. Bon, ça pas encore parfait, mais c'est vrai qu'ils ont été assez rapides, même pour tout ce qui était couple homosexuel ou même les parents, par exemple, monoparental. Merci, j'ai cherché le mot. Enfin, oui, c'est vrai qu'il y a quand même eu assez rapidement une tendance à vouloir. Ça a été plus rapide que pour la langue française, par exemple. Ah là, c'est sûr. Ah oui, là, forcément. Mais bon. Peut-être qu'on peut espérer aussi que dans les entreprises de la tech, il y a peut-être un peu plus de femmes qui ont poussé aussi, ou des femmes ou des personnes qui se sentaient pas représentées pour avoir ce genre d'émoji. Par exemple, à l'Académie française, a priori, il n'y a pas beaucoup de femmes. Nous saluons les immortels.le.s. Mais je t'en prie, reprenons le cours de notre voyage au travers les émojis. Eh bien, on va parler de la démocratisation des émojis, puisque là, donc, on était aux États-Unis, on est parti au Japon. Mais comment les émojis se sont
aussi répandu parmi nous. En fait, c'est iOS, donc c'est le fameux Apple. Évidemment, Apple est partout, donc l'arrivée des emojis, c'est Apple. Et en fait, il faut savoir que les iPhones, ils affichent les emojis depuis 2008, mais il faut attendre 2011. Et la version 5 en fait d'iOS pour qu'il y ait vraiment une popularité vraiment explosive des emojis. Pourquoi ? En fait, parce que les utilisateurs d'iOS, ils n'ont plus besoin d'aller en fait copier-coller les emojis ailleurs que dans leur clavier. Maintenant, ils ont un clavier dédié dans le téléphone, dans leurs paramètres, et c'est très intéressant en plus de voir, pour rebondir sur ce qu'on disait sur le langage, que ce clavier dans les paramètres, il est ajouté comme une langue. Ah, c'est marrant. Et du coup, ça peut alimenter un petit peu cette espèce de débat de savoir si les emojis vont enterrer la langue ou pas. Alors, d'après les 2 spécialistes que j'avais pu interroger, ils sont quand même plutôt sceptiques par rapport à ça. C'est vraiment des éléments qui accompagnent le langage, enfin en tout cas les mots, la verbalité, mais ça va pas remplacer a priori. Mais pour un voyage à l'étranger, c'est toujours extrêmement pratique. Je trouve ça assez. Quand tu parles pas la langue, tu montres un symbole, WC, un truc comme ça. Ou tu fais les gestes, tout simplement. Ou tu fais les gestes, effectivement. Mais le geste des WC, je t'invite à le faire. C'est pas forcément très très simple. Forcément. Alors que montrer le symbole qui est juste là, tout présent, je trouve ça quand même très pratique dans certains cas. C'est l'universalité de l'emoji est très intéressante. Peut-être que l'emoji arrivera à faire quelque chose que l'espéranto voilà, je pensais à l'espéranto exactement. Peut-être que l'emoji sera plus fort que l'espéranto. On va voir. Mais ça se heurte quand même à un problème, c'est que le sens des emojis, il change selon le système d'exploitation. Oui. Ça, c'est un problème que je pense vous avez déjà eu quand vous envoyez un SMS ou n'importe quel message à quelqu'un qui n'a pas le même système d'exploitation que vous, pardon. On pense aux hamburgers aussi. Oui, le fameux problème des hamburgers. Le fromage de l'hamburger de Google. Absolument. Mais du coup, c'est à qui... Enfin voilà, je pense que ça vous est arrivé d'envoyer un message avec un emoji et que la personne en face n'est pas le même téléphone et vous disent mais qu'est-ce que tu m'envoies là, je comprends pas. Vous avez un souvenir ? C'est plutôt l'inverse en fait, c'est que j'ai un Samsung A5 qui m'est très fidèle depuis longtemps et leurs emojis, donc pas forcément les symboles justement, mais vraiment les expressions, vraiment les visages sont parfois très différents des autres. Et d'ailleurs ce que je déplore, c'est que normalement l'emoji qui hurle de peur, c'est le cri de Munch, si j'arrive à le prononcer. Enfin, tout le monde dit Munch ou un truc comme ça, mais je crois que c'est. On voit tous de quoi tu parles. Ça ressemble. Tout le monde ressemble à ça, normalement, l'emoji. Et sur Samsung, c'est une espèce de bonhomme qui hurle avec un fantôme qui sort de sa bouche. Bon, tu ne sais pas pourquoi. Ça n'a juste rien à voir avec le symbole. Mais ça encore, je sais que c'est cet emoji-là. Mais il y en a, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Pour les autres, en fait, t'as des grands sourires qui se transforment en espèce de visage trop bizarre. Enfin, j'ai beaucoup de mal avec les emojis Samsung. Donc des fois, les gens m'envoient des emojis et je ne comprends pas. C'est assez bizarre. Bah, c'est vrai qu'il y a même dans les articles que j'ai pu lire, ça a un peu été théorisé comme un emoji gap du coup entre voilà les différentes. Il y a une barrière en fait qui se crée entre les utilisateurs parce qu'on n'a pas le même emoji d'un côté et de l'autre. Ça t'arrive toi aussi, Victoria ? Ben moi j'ai un Samsung et honnêtement j'ai aussi un Samsung et la chose en fait c'est que j'ai appris à parler les différents dialectes emoji. Du coup quand je vois tel emoji sous Samsung, j'arrive à peu près à me dire quel est l'emoji Apple correspondant. T'es obligé de traduire en fait, traduction d'emoji. C'est plus Google Traduction, c'est emoji traduction quoi. Et même quand je suis sur Twitter ou autre et que je tape des emojis, je dois me souvenir dans ma tête de qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire dans d'autres dialectes pour être sûr que ce sera compris par tout le monde. Ça devient compliqué quand même les emojis pour quelque chose d'universel. Ça devient compliqué mais aussi parce qu'il y a des problématiques en fait je vais dire économiques derrière parce que voilà on parle de Samsung. Bon moi par exemple j'ai un iPhone posé sur la table. En fait c'est intéressant de voir que les emojis ils ont des enjeux commerciaux. Par exemple, l'emoji qui représente un téléphone ou des écouteurs chez Apple, ça va pas être les mêmes que ceux que vous allez trouver sur un autre téléphone. Pareil pour l'emoji calendrier. Voilà, si vous avez un iPhone, vous voyez de quoi je parle. Et il y a autre chose qui est intéressant aussi, c'est que les emojis d'Apple, Google et les autres, ils sont privés. C'est-à-dire que vous devez payer si vous voulez les intégrer dans une publicité, par exemple. Du coup, il y a vraiment un effet de soft power, car on s'habitue à le fait d'associer, par exemple très souvent, en fait l'iPhone, donc l'emoji iPhone, à ce que nous représente comme un téléphone finalement. Donc il y a vraiment un côté soft power derrière les emojis. Enfin, il y a à la fois des ressorts économiques, culturels. C'est assez, voilà, derrière juste un petit dessin, c'est plutôt marrant. C'est une façon un petit peu d'imposer sa marque aussi quelque part du coup. Donc c'est une bonne, c'est
très malin en fait. C'est très malin. Et en plus, c'est intéressant aussi de voir, je suppose que vous l'avez vu sur votre WhatsApp, les emojis que vous avez, c'est pas les emojis de Google, c'est encore les emojis d'Apple. Donc, ils arrivent quand même un peu à coloniser même d'autres téléphones. Et je pense qu'en plus, c'est quasi, on peut le dire, c'est presque les plus réussis. En tout cas, c'est les plus appréciés parmi la communauté des gens qui parlent des emojis en général. Mais il y a des gens qui aiment bien les blobs aussi de Google qui vont bientôt disparaître. C'est vrai. Du coup, avec c'est vrai qu'ils sont mignons les blobs. Même le nom déjà. Non mais ils sont choux en même temps. Voilà. On a envie de les aimer en fait parce qu'effectivement ils ont pas l'air prédestinés à un grand succès, mais du coup voilà, c'est un petit peu c'est les vilains petits canards en fait, mais c'est peut-être pour ça qu'on les aime. C'est peut-être pour ça. Du coup, je vous propose de terminer sur la grammaire, la fameuse grammaire des emojis. Dis-nous tout. Donc c'est un linguiste et scientifique qui est spécialisé dans les données, qui s'appelle Tyler, alors j'espère que je prononce bien à nouveau, Schnobelen, qui évoque dans un document qu'il a publié sous l'égide de l'université de Stanford, donc c'est quand même un truc un peu sérieux, cette grammaire des emojis. Et donc en fait, comme toutes les langues, les emojis, ils ont une grammaire qui leur est propre et qu'on applique sans même s'en rendre compte. Donc je vais vous donner trois exemples, vraiment les trois règles de grammaire qu'on fait sans même s'en rendre compte. C'est que en général, les emojis, donc la première, sont placés à la fin des messages. C'est vrai. C'est quand même assez rare de voir un emoji en plein milieu d'une phrase couper une phrase, et du coup moi je voulais vous poser... Sauf quand c'est Cher sur Twitter, elle le fait beaucoup. Ah bon, on est quand même dans un cas particulier. Tu nous écoutes aussi d'ailleurs, Cher, bonsoir. Mais bien sûr, salutations. Donc c'est rare d'avoir coupé une phrase, et du coup est-ce qu'à votre avis ça veut dire qu'on peut considérer les emojis comme une forme de ponctuation s'ils sont à la fin? Ah bah écoute, tu poses la question à un social media manager. Vous l'avez remarqué, il y a beaucoup d'émojis de toute façon sur le Twitter de Numérama. C'est important les émojis parce que ça capte aussi l'attention. C'est pour ça que j'en mets beaucoup dans mes petits tweets, aussi pour indiquer le sujet du tweet. Et puis mine de rien, ça indique aussi l'émotion en fait que va te transmettre un petit peu l'histoire, le message qu'on essaie de te faire passer. Je pense que c'est très important et moi je le considère vraiment comme un signe de ponctuation parce que si je mets un emoji à la fin, je mets pas de point en fait systématiquement. Oui. Le fameux point le point de la discorde. C'est ça. Je sais que j'en mets à la fin des messages et c'est toujours très compliqué. C'est vrai que de manière générale, que ce soit en SMS ou sur Twitter, j'utilise pas forcément de points, mais si je fais une phrase par exemple avec un emoji et que je reprends après, il y aura toujours pas de point en fait. Enfin moi je considère vraiment l'emoji comme la fin d'une phrase effectivement. Je sais pas si toi Victoria t'as le même sentiment. Le même sentiment tout à fait. Donc vous appliquez la grammaire des emojis. Je pense la première règle en tout cas. C'est une grammaire comment dire que tu intériorises finalement en voyant l'usage des autres. Bien c'est quelque sûr, chose qui s'est imposé comme la grammaire de notre langue en fait. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Donc la deuxième règle, si on peut appeler ça une règle, c'est que les emojis ont un ordre. Par exemple, si vous utilisez l'emoji pistolet pour signifier votre agacement contre quelque chose, et que ce quelque chose, mettons, je sais pas moi, une personne ou un animal par exemple, est aussi représenté par un emoji. Tu mets le pistolet avant. Exactement. On place. Oui, parce qu'il pointe vers la droite. Voilà, donc en fait, il y a vraiment un ordre, et donc si on le place après, cela va donner plutôt l'idée que c'est le deuxième emoji qui va tirer. Ouais. Donc il y a vraiment un ordre, et du coup, c'est un espèce de. On parlait de storyboard. Moi, j'ai l'impression que c'est un espèce de mini scénario en fait, cet ordre des emojis. Mais là, du coup, ça me refait penser à la fragmentation des emojis parce que certains sont pas forcément dans le même sens. Donc on le fait parce que nous, ça nous semble logique en termes d'image, parce que c'est logique, un peu comme une bande dessinée en fait, au final, comme une petite histoire. Et c'est logique que la chose qui nous énerve soit placée du coup à côté du pistolet parce qu'on pointe dessus. Mais du coup, si le pistolet est dans un autre sens, dans un autre système d'exploitation, là ça pose problème et ça perd du coup le sens. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des règles comme ça qui soient fixées entre tous. Tout à fait. Et alors, dernière petite règle, on va voir si vous l'appliquez aussi. L'emoji qui représente votre état, donc vous êtes triste, vous êtes heureux, joyeux, peu importe, il est toujours placé au début d'une suite d'emojis. Par exemple, si vous avez ensuite un pouce levé ou un cœur, ça va être toujours celui-ci qui va être au début parce que c'est celui qui, d'après ce monsieur, donne le ton général du message. Est-ce que pareil, vous faites ça quand vous mettez exactement ça. Donc on peut le voir sur le compte Twitter de Frandroid et de Numérama. Mais c'est vrai parce que t'as l'impression du coup quand tu fais par exemple un smiley avec des yeux à la place du cœur, des cœurs à la place pourquoi pas, à la place des yeux aussi, pourquoi pas. Il n'existe pas encore. On va l'inventer. Donc un emoji avec des cœurs à la place des yeux et un petit pouce en l'air. Si tu mets le pouce en deuxième, t'as l'impression qu'en fait c'est le pouce de cette personne en fait plus facilement que si c'est parce que le pouce est tourné du coup vers le visage, comme si on mettait justement le pouce à côté. Je fais le visage, alors c'est pas du tout radiophonique parce que vous voyez pas. Oui, vous voyez pas, mais il est en train de faire avec ses petits doigts là à côté de sa tête. Et dans l'autre sens, ça marcherait moins. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est vrai que c'est une façon de représenter qui paraît plus cohérente en fait. Tu fais comme ça toi aussi, Victoria?
Ça, par contre, je n'y ai absolument jamais pensé. Pour moi, c'est une pure histoire de grammaire. Le plus important au début et ensuite les différents raffinements après. Mais c'est peut-être un ensemble de règles comme ça qui a créé un petit peu cette grammaire, en fait, au final. Moi, je trouve que c'est une histoire extrêmement fascinante, en tout cas. Merci beaucoup, Nelly, de nous l'avoir racontée. Avec plaisir. Et nous allons donc passer à un tout autre sujet qui n'a vraiment rien à voir. On va parler de crypto-monnaie avec Victoria. Donc ça devait être Julien qui devait présenter cette émission et il t'avait dit justement en la préparant, ma chère Victoria, qu'il ferait un petit peu, il jouerait le rôle de l'idiot pour le citer. Eh bien voilà, c'est moi qui le remplace justement, ce n'était pas prévu. Mais pour le coup, tu as un véritable idiot en la matière parce que je ne connais absolument rien aux crypto-monnaies, donc je compte sur toi vraiment pour m'apprendre plein de choses et me dire comment devenir riche. D'accord, en parlant de devenir riche à l'heure où nous enregistrons cette émission, eh bien je suis ravie de vous informer que le Ripple a fait plus 75% depuis hier et que le Litecoin a fait x3 depuis la semaine dernière. Eh bien dis donc, Merci pour la bourse. Nous sommes le 13 décembre, il est 16h59, à vous les titres. Donc les crypto-monnaies sont un sujet qui déchaîne les passions, avec notamment le Bitcoin, vu que c'est juste une crypto-monnaie parmi d'autres, et mais vu que c'est la première et qu'elle domine pour l'instant à peu près 60% du monde des crypto-monnaies. Mais ça fait des années qu'on en parle en plus du Bitcoin, mais là c'est vrai que ça revient depuis quelques semaines, quelques mois, c'est assez fou. En effet de mode. Ouais, en fait, c'est un monde qui devait décoller à un moment ou un autre. Et donc, en effet, le Bitcoin, lui, date de 2009. Mais la plupart des crypto-monnaies qui ont vraiment décollé, en fait, ont décollé à partir de 2017, donc de cette année. Mmh. Donc, la deuxième crypto-monnaie au monde, donc Ethereum, a, par exemple, été inventée en 2015 par un russo-canadien qui s'appelle Vitalik Buterin. D'accord. Et c'est à partir de cette année que tout le monde commence à s'y intéresser, notamment, et c'est très important, les investisseurs traditionnels, entre guillemets, commencent à s'y intéresser, ce qui fait que tout le monde achète du Bitcoin, et plus on en achète, plus ça monte, et plus ça monte, plus on a envie d'en acheter. Donc c'est un peu un effet boule de neige, en fait, au final, qui s'entraîne de lui-même. Oui, c'est exactement ça, c'est un effet boule de neige. Et c'est un phénomène qui est tout à fait normal dans la finance. On a beau dire que les crypto-monnaies sont un ovni de la finance, sont quelque chose de vraiment très étrange, très particulier, mais les règles de la finance et celles de l'économie s'appliquent exactement de la même manière chez les crypto-monnaies que dans le monde réel. C'est juste que le monde des crypto-monnaies est un peu plus, est un peu plus source de fantasmes et d'excitation. Ce qui fait que on se retrouve avec des variations quotidiennes qui atteignent facilement 20%. Et c'est tout à fait normal, alors qu'en bourse, quand une action fait plus ou moins 5%, c'est la débandade. Mais du coup, est-ce que ces fantasmes ne sont pas alimentés par une certaine opacité ? Est-ce qu'il y a une opacité en fait de ces crypto-monnaies ? Ou alors est-ce que c'est finalement très simple de les comprendre ? Eh ben justement, le principe des crypto-monnaies, c'est d'être complètement transparent. D'ailleurs, le terme crypto qu'on a dans le mot crypto-monnaie, ça ne veut absolument pas dire que les transactions sont chiffrées. Au contraire, elles sont claires et transparentes. D'accord. En fait, ça a un rapport avec un mécanisme mathématique qui est utilisé dans leur fonctionnement. Pour expliquer ce que sont les crypto-monnaies par rapport aux Je sens que tu vas me parler de la blockchain, c'est ça ? Exact. Oh, c'est le moment blockchain. Attention. Ça fait des mois que j'essaie de comprendre ce que c'est. Tu vas comprendre. Je suis sûre que tu vas comprendre avec l'explication. Je compte sur toi, Victoria, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre ce truc-là. Donc, non, mais c'est mignon une blockchain. Enfin, c'est tout chou, quoi. Est-ce que je peux en avoir une pour Noël, s'il te plaît, Victoria ? Oui, bien sûr. Allez, dis-nous tout. Donc, prenons pour comparaison une monnaie traditionnelle comme l'euro. Donc, l'euro, ça va être émis par une banque centrale, donc la Banque centrale européenne. Et vous allez avoir un compte en banque dans une banque particulière. Et dès que vous allez utiliser votre carte de crédit pour payer, il va y avoir un transfert d'argent de votre banque à la banque du magasin dans lequel vous êtes. Donc, il y a plein de banques partout. Et avec les crypto-monnaies et notamment le Bitcoin, vu que c'est la crypto-monnaie la plus simple, on va dire, il y a une seule banque qui fait tout. Mais cette banque, elle est un peu particulière parce qu'elle n'est pas gérée par des humains, elle n'est gérée que par du code et du logiciel. Et deuxième truc, elle n'est pas présente à un endroit fixe quelque part sur le monde, c'est un peu comme Internet, c'est la grande banque du Bitcoin est dispatchée à travers le monde sur des ordinateurs. Et au cœur de cette grande banque se trouve une espèce de livret de compte sur lequel sont inscrites toutes les transactions qui ont jamais eu lieu en Bitcoin. Et ce livret de compte, ça s'appelle la blockchain.
Et chaque bloc de la blockchain qu'on rajoute, en fait, c'est une nouvelle page du livre de compte qu'on rajoute au fur et à mesure qu'il y a des transactions. Donc tu veux dire qu'absolument toutes les transactions depuis la création du Bitcoin sont disponibles, consultables ? Sont disponibles, consultables, exactement. Bon, là on en est arrivé à plus de, je crois, dans les 150 gigas de données, ce qui est assez considérable. Mais en effet, toutes les transactions sont écrites en clair, parfaitement lisibles. On va chercher un truc à lire pour cet été, oui. ben voilà. Donc c'est ça en fait le principe de la blockchain finalement, c'est une espèce de décentralisation, si je peux vulgariser vulgairement du coup. C'est une sorte de décentralisation via le code. D'accord, ok. Je crois que j'ai à peu près compris. Du coup on a l'impression que c'est une monnaie extraordinaire. C'est génial, on peut tous voir tout ce qui se passe dans le... Donc c'est plus sécurisé en fait finalement. En fait la sécurisation vient de la structure même de la blockchain, donc... Pour rajouter différentes de nouvelles pages au registre, donc de nouveaux blocs à la blockchain, ça ne se fait pas tout seul. Il faut le boulot de gens qui s'appellent des mineurs. D'accord. Et ce que les mineurs vont faire, donc ils ont plein d'ordinateurs, de calculateurs, enfin énormément de puissance de calcul. Et ils vont d'une part écrire les transactions sur les blocs, et d'autre part ils vont demander à leurs ordinateurs de faire des opérations mathématiques très compliquées. Donc d'ordre cryptographique, d'où le crypto-monnaie, pour être sûr que personne n'aura falsifié les pages en fait, que personne n'aura essayé de dépenser 2 fois son bitcoin, essayé de falsifier une transaction qu'il y a eu avant, etc. Et c'est ce procédé qu'on appelle le minage qui est très consommateur en électricité. On entend beaucoup parler en ce moment. On entend beaucoup parler en ce moment et c'est la raison pour laquelle il y a d'autres crypto-monnaies comme Ethereum, donc la deuxième crypto-monnaie au monde, qui songe à passer à autre chose parce que le minage demandera de la puissance de calcul exponentielle et donc de l'électricité exponentielle. Apparemment, ils consomment davantage que le Danemark, j'ai vu actuellement. C'est difficile d'avoir des chiffres, il y a beaucoup de fake news qui circulent à ce sujet, mais en effet, ce qui est sûr, c'est que la consommation électrique du Bitcoin est absolument pas négligeable. D'accord. D'autant plus qu'il y a des sites qui minent, alors c'est pas arrivé extrêmement souvent, mais dernièrement il y a eu plusieurs cas de sites qui ont miné, dont les internautes ont miné sans le savoir des crypto-monnaies. Exactement, les crypto-monnaies sont à l'origine, vu que on parle beaucoup du Bitcoin, mais vu que c'est la première crypto-monnaie qui a été faite, c'est un petit peu un dinosaure. Et on a des crypto-monnaies comme Ethereum, où là, il y a des possibilités au niveau de ce qu'on appelle des contrats intelligents, des applications décentralisées, et qui sont absolument incroyables. Et donc, il y a plein d'entreprises qui sont nées essentiellement autour d'Ethereum, et qui ont fait ce qu'on appelle des ICO, une sorte d'introduction en bourse, mais dans le monde des crypto-monnaies. Et du coup, j'ai cru comprendre qu'il y a des gens, ils ont une espèce de mania autour de la crypto-monnaie, au point d'aller jusqu'à hypothéquer leur maison pour acheter ce genre de monnaie. Comment on peut expliquer ce genre de comportement ? Ça paraît complètement fou, non ? Oulala, et en effet, c'est complètement fou. Donc on est arrivé à une situation où on peut acheter des chatons virtuels en Ether pour $100,000 l'unité, et où des gens sont mignons. Mais bon, c'est un peu cher. Ils bougent, il faut les nourrir, c'est des Tamagotchi ou c'est juste des images ? Je crois que c'est un petit peu comme des Pokémon, oui, les versions sur la blockchain, quoi. Les CryptoKitties, si je dis pas de bêtises. Ouais, CryptoKitties. Donc tout ça pour dire qu'on en est arrivé au point où ça commence vachement à ressembler à ce qu'on appelle une bulle. Donc ça va exploser. Donc ça va exploser, mais la question n'est pas de savoir est-ce que c'est une bulle et est-ce que ça va exploser, parce qu'on sait que la réponse est oui. La question est de savoir, est-ce que c'est... Non. Toujours pas. Je veux savoir. Bien essayé. Je veux savoir, j'ai des bitcoins à la maison, faut que je sache quand les vendre. Non, mais le problème des bulles, c'est qu'on sait jamais si elles vont exploser dans 6 mois ou dans 6 minutes, donc c'est impossible à savoir. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est un problème à long terme ? Bon, c'est sûr qu'à court terme, quand la bulle explosera, donc c'est-à-dire qu'au moment où il y a certaines personnes qui vont commencer à vendre leur bitcoin et qu'il y a d'autres qui vont suivre, etc., et que les cours vont plonger et que ceux qui n'auront pas su vendre à temps se retrouveront ruinés. Bon, ça c'est en effet très désagréable. Mais quand on regarde dans l'histoire de la tech, les bulles, c'est un phénomène c'est un phénomène tout à fait normal. Bon, on se souvient de la bulle de l'an 2000 avec Internet. Tout à fait. Il y a pas mal d'analystes qui disent que la Silicon Valley, à l'heure actuelle, est dans une bulle des startups et des applications mobiles. Mais l'exemple que je voudrais vous raconter, qui à mon sens est beaucoup plus pertinent, c'est l'exemple de la bulle de 1983 sur les jeux vidéo.
Ouh là là. Ah oui, bah oui, le grand crash des jeux vidéo. Grand crash des qui jeux a vidéo. causé la ruine des éditeurs américains. Exactement. Et donc les raisons il y a eu plusieurs raisons à cette bulle et à ce crash, mais en gros, il commençait à avoir une vraie ferveur autour des jeux vidéo. Il y a énormément de titres complètement insipides qui se sont déversés sur le marché. On pense à E.T. notamment, qui s'est retrouvé enterré du coup dans le désert et qui s'est fait déterrer il y a pas très longtemps. Les gens n'y croyaient pas à cette histoire, ils pensaient que c'était une sorte d'histoire, une légende urbaine. Et non, finalement, les cartouches d'E.T. sur Atari étaient bien enterrées dans le désert. Et donc même des grandes entreprises qui n'avaient rien à voir avec la tech ont commencé à voir le jeu vidéo comme simplement un nouveau support publicitaire et à faire des jeux qui n'étaient que des pubs. Tout à fait. Et donc ça a continué jusqu'à ce qu'en 1983, tout s'effondre, emportant donc la bulle en s'effondrant a emporté avec elle notamment Atari, la boîte légendaire du jeu vidéo qui a créé Pong et Pac-Man. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que dans ce vide qui avait été laissé dans l'industrie américaine du jeu vidéo, sont venues les boîtes japonaises comme Nintendo. Tout à fait. Et qui sont toujours les maîtres du jeu vidéo aujourd'hui malgré tout. Exactement. Et s'il n'y avait pas eu cette bulle, si ça se trouve, on n'aurait jamais joué à Mario, à Zelda, à Final Fantasy. Merci la bulle. Donc oui, finalement, donc tu dis qu'il y aura peut-être un crack, mais rien d'insurmontable. En tout cas, le marché pourrait se rétablir sous une autre forme finalement. Exactement, ce sera certainement un moment difficile à vivre, surtout pour les personnes qui ont hypothéqué leur maison là-dessus. Les cracks, c'est jamais évident à vivre de toute façon de manière générale. Hein. Non, mais quand on le voit le Bitcoin est quand même un petit peu à bout. Enfin, il n'a pas du tout été conçu pour supporter autant de transactions normalement le minage d'un bloc est censé prendre 40 minutes, ce qui est déjà très lent, surtout si on commence à imaginer des applications de paiement mobile. Et même de facto, c'est devenu tellement lent que ça peut parfois prendre plusieurs heures pour qu'une transaction passe. Les frais de transaction reversés aux mineurs commencent à être il y a quelques années c'était quelques centimes, maintenant ça peut facilement être dans les 10 €. Et donc ça ne peut plus tenir. Alors qu'il y a des alternatives au Bitcoin, comme on pense au Litecoin, au Ripple, etc. Qui sont beaucoup plus rapides, qui sont beaucoup plus modernes en quelque sorte. D'accord. Mais d'où vient en fait la valeur finalement de tout cet argent ? Parce que ça représente quoi en fait ? Pourquoi un Bitcoin vaut tellement cher aujourd'hui ? Eh ben, ça s'appelle la loi de l'offre et de la demande, mes chers amis. Donc, si vous y réfléchissez, un billet de banque, c'est juste un morceau de papier, ce n'est pas censé avoir de la valeur intrinsèque. C'est la valeur fiduciaire, c'est la valeur ce qu'on lui donne comme valeur. Exactement. De mes cours de SES il y a 20 ans. Donc pour vous expliquer ce qui se passe avec le Bitcoin, supposons qu'on vive dans un monde où l'or n'a aucune valeur. On se dit c'est tout mou, c'est tout jaune, ça sert à rien, on peut rien en faire. Sympa. Et donc vous pouvez aller à la mine et acheter plusieurs kilos d'or pour 3 fois rien. Et ensuite vous stockez votre or chez vous et vous attendez longtemps. Et puis un jour, les gens commencent à se dire « Ouais, mais c'est super l'or, on va pouvoir faire des bijoux et tout avec, c'est génial !» Et du coup, tous les gens vont aller à la mine pour acheter de l'or et le propriétaire de la mine va augmenter ses prix, vu qu'il y a plus de demande. Et vous, avec votre or qui a dormi dans votre brouette, dans votre garage, et tout d'un coup, vous êtes riche parce que votre or a pris énormément de valeur et si vous le vendez, vous allez récupérer plein d'euros. Donc c'est exactement ce qui se passe. C'est la pure spéculation. C'est la pure spéculation. Donc en fait, la valeur du Bitcoin monte juste parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent des Bitcoins, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent des Bitcoins, mais parce que, on dirait presque une mode. C'est un attrait pour le chiffre en fait, finalement, plus qu'autre chose. C'est bizarre forcément, on va forcément atteindre un seuil critique où tous les gens qui sont intéressés ont acheté et que du coup il y aura plus de transactions et c'est là où commencera peut-être le crack du coup. Exactement, mais là on est dans le cas un peu particulier du Bitcoin où en effet on se demande parfois légitimement à quoi ça sert. Mais il n'y a pas que le Bitcoin dans la vie. Il y a d'autres crypto-monnaies comme Ethereum dont on parlait avec les contrats intelligents et tout cet écosystème de start-up qui commence à grandir autour, ou encore IOTA qui là c'est même plus de la blockchain, c'est encore un truc de niveau supérieur qui est dédié. Faut pas demander, tu vas jamais réussirs à tout m'apprendre. Qui est dédié aux objets connectés, Internet of Things, d'où IOTA, mais qui a vraiment d'énormes, qui est extrêmement prometteur dans tout ce qui va être la blockchain sur smartphone.
où là, il y a une vraie valeur ajoutée parce qu'il y a de vrais usages derrière et de vraies entreprises. Que le Bitcoin en lui-même est peut-être un petit peu, peut-être légèrement vide, mais ça ne veut pas dire que les crypto-monnaies le sont. Parce qu'on associe souvent dans l'imaginaire collectif peut-être, enfin, je prends pas tous les gens pour des idiots, mais on se dit oui, crypto-monnaie, Bitcoin, et puis c'est fini quoi. Alors qu'en fait, tu as l'air de dire qu'il y a beaucoup plus de possibilités que ça. Ah non, le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie, mais c'est tout. C'est d'un point de vue technologique, d'un point de vue des usages et des opportunités qu'il y a dans ce domaine, c'est rien. T'as l'air de le déconseiller relativement le Bitcoin. Est-ce que c'est le moment déjà de s'intéresser aux crypto-monnaies? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup de se lancer, ou est-ce qu'il faut rester prudent quand même? Sur les crypto-monnaies, c'est très très clairement le moment de s'y intéresser. D'ailleurs, le plus tôt, c'est le mieux. Après, donc si nos auditeurs perdent de l'argent dans les crypto-monnaies, ils peuvent s'en prendre directement à toi et te diront Victoria, c'est ta faute. Attention, disclaimer, les gens sont responsables de leur argent et s'ils prennent des risques, il faut qu'ils les assument. Bien évidemment. Après, la et puis on rappelle que c'est du vrai argent quand même que vous jouez, mine de rien. Oui, donc, c'est vos économies, c'est votre livret A, quoi. Donc voilà, les gens qui hypothèquent, comme tu le disais Nelly, c'est quand même. Alors risque des périls. C'est extrême comme comportement. C'est absolument extrême et tout à fait déconseillé. Après, au niveau des crypto-monnaies, le Bitcoin a déjà accumulé beaucoup de valeur et on pourrait se dire, il y a une époque où un Bitcoin, ça valait 15 centimes. C'est-à-dire que les gens qui avaient mis 15 € dans le Bitcoin, maintenant sont millionnaires. Dénoncez-vous. Qui êtes-vous? Je dis ça parce qu'il semblerait que autour de cette rédaction, il y a certaines personnes qui aient vu le Bitcoin à 15 centimes et qui, devinez quoi, n'ont pas acheté. Mais moi ça fait des années que j'entends parler du Bitcoin, et j'ai un ami d'ailleurs qui a acheté quand ça valait quasiment rien, ça devait valoir 20 € je crois à l'époque, ce qui est quand même déjà une petite somme à l'époque, mais tu dis quand même déjà machin. Alors que bon, aujourd'hui ça vaut combien? Ça doit être, il s'est stabilisé autour des $17,000 je crois. Voilà, donc c'est juste incomparable. Et moi ça m'intéressait, ils en parlaient beaucoup dans la série The Good Wife que j'aime beaucoup, et donc forcément, enfin c'était quelque chose d'assez fascinant, et puis tu te dis comme c'est un peu trop compliqué, finalement je veux pas, puis tu vois le cours augmenter, et tu te dis mince, si à l'époque je m'étais écouté jusqu'au bout, finalement, tu vois. Je serais riche. C'est ça. Ah, si j'étais riche. Mais c'est la raison pour laquelle il faut regarder les autres crypto-monnaies qui sont encore au stade de valoir peu. Alors, les conseils de Victoria, on attend. Qu'est-ce qu'on fait? Les conseils, Ethereum, pour l'instant, n'a attiré l'attention de personne, sauf de ceux qui regardent les ICO, mais encore les investisseurs qui s'intéressent aux ICO ne s'intéressent pas tant à la crypto-monnaie qu'il y a derrière, mais plus au fait qu'il y a eu une levée de fonds en crypto-monnaie. Donc, quand Ethereum va attirer l'attention, c'est sûr que ça va monter très fortement. D'accord. Que ça, Ethereum a déjà pas mal monté, mais c'est une valeur assez intéressante. Il y a aussi IOTA, qui est cette crypto-monnaie qui est née cet été, qui fait déjà plus que de la blockchain, vu qu'ils disent que c'est une tangle, c'est plus de la blockchain, il n'y a plus de minage, enfin c'est autre chose. Qui a assez fortement décollé il y a 2 semaines, je crois. IOTA a dû faire x4 ou x5. Et quand les géants de la tech vont commencer à s'intéresser aux applications des crypto-monnaies type Ethereum, mais sur smartphone, c'est là que IOTA va vraiment prendre de l'ampleur. En plus, ils ont déjà des partenariats signés avec pas mal d'entreprises traditionnelles plus Microsoft. Donc c'est assez encourageant. Et également, il y a toutes les crypto-monnaies un peu plus classiques, c'est-à-dire orientées finance, mais qui sont perçues comme des successeurs potentiels au Bitcoin. Et là, les deux grands conseils que je donnerais, c'est Litecoin et Ripple, qui sont les deux successeurs, enfin les deux héritiers possibles du Bitcoin. Qui pourront te remercier du coup si plein de gens achètent, si je comprends bien. Oui. Donc merci beaucoup Victoria pour tes précieux conseils. Merci à vous mesdames de m'avoir accompagné pour cet épisode de Club Internet, le 6e. On touche déjà à la fin. On vous retrouve bien sûr sur Twitter. Nelly, si je ne dis pas de bêtises, c'est le sage Nelly. Oui. Tout à fait. Et Victoria, ton compte Twitter, toi, c'est? Moi, c'est @evictoriacastro. Très bien. Merci à vous, chers auditeurs, également de nous avoir suivis. Comme d'habitude, vous pouvez bien sûr rejoindre Numérama sur tous les réseaux sociaux, Twitter, mais aussi Facebook, YouTube, etc., etc. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode plein d'histoires mirobolantes. D'ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Salut à tous.